Masechet Baba Batra, Daf Kuf Yud Bet Amud Bet. On va commencer au milieu de Kuf Yud Bet Amud Aleph. Amar Abaye, sauf. Hakamit Akra Nahala, mi Shivta de Ima, les Shivta de Abba. Selon Rashbam, Abaye se rapporte à ce qu'on avait étudié auparavant, comme quoi une fille unique peut être héritière du patrimoine paternel, également du patrimoine maternel. Lorsqu'elle n'a pas de frère concurrent, alors c'est elle l'héritière. Comme on avait déjà dit une fois, 1, 2, 3, 4. La priorité de l'héritage est offerte au fils. En l'absence d'un fils, s'il n'y a qu'une fille unique, eh bien c'est la fille qui est héritière. En l'absence de fils et filles, c'est le père du défunt qui est héritier. Si lui aussi est déjà décédé, alors c'est le frère du défunt qui héritera. Alors maintenant, je voudrais me focaliser sur la jeune fille. On a dit que cette jeune fille, elle peut être héritière de deux côtés. Imaginons qu'elle ait perdu son père, qu'elle ait perdu sa mère, et des deux côtés, il y avait un patrimoine, d'accord ? Eh bien, cette fille unique va hériter les deux nahalot. La nahala du côté paternel et la nahala du côté maternel. C'est ainsi qu'on avait compris le pasuk Vechol bat yoreshet nahala. Vous vous souvenez de ce pasuk? Vechol bat yoreshet nahala mimatot bene Israël. Vous vous souvenez? Une fille qui a hérité un patrimoine des tribus au pluriel. Comment est-ce possible qu'elle hérite un patrimoine qui appartient à deux tribus? Eh bien, parce que son père appartenait par exemple à la tribu de Réhouven, sa mère à la tribu de Shimon. Maintenant que les deux sont décédés, eh bien, elle a hérité des deux. La Torah nous dit que dans ce cas, Le'ehad mimishpachat mate aviha tihye le'isha, le'man yirshu b'nei Israël, ish nahalat avotav. Une fille pareille doit se marier avec qui? Avec un homme de la tribu de son père, afin que la nahala ne puisse pas être détournée. Chaque territoire, chaque parcelle de territoire qui a été attribué à l'une des tribus, il faut que le patrimoine reste dans le cadre de la tribu. Alors si la jeune fille, par exemple, une jeune fille digne d'héritage, une fille unique, était par exemple de Shevet Shimon, elle n'a pas le droit de se marier avec un homme du Shevet Réhouven, pour pas qu'il y ait un transfert de territoire d'une tribu à l'autre. Mais au cas où elle était héritière de deux tribus, parce que son père était de Réhouven et sa mère était de Shimon, alors dans ce cas-là, avec qui elle doit se marier? Selon la Torah, elle doit se marier avec un homme de la tribu de son père. C'est la traduction de ce pasuk. Je relis. Vechol bat yoreshet nahala mimatot bene Israël. Toute fille qui a hérité un patrimoine des tribus au pluriel. C'est quoi les tribus au pluriel? C'est que son père était de Réhouven, par exemple, et sa mère de la tribu de Shimon, par exemple, et elle, ensuite, elle a hérité des deux. Avec qui il faut qu'elle se marie? Les ehad mimishpachat mate aviha. Il faut qu'elle se marie avec un homme de la tribu de son père. Tihye leisha.
afin que chacun puisse hériter le patrimoine ancestral paternel. D'accord. Là, maintenant, Abaye va poser une question. Juste, on va d'abord commencer l'étude. Abaye pose une question. Il dit, il y a ici une incompréhension. Regardez, s'il vous plaît, la question de Abaye. On est dans Kuf Yud Bet Amud Aleph. Amar Abaye, sauf, Hakamit Akera, Nahala, Mishivta de Imma, les Shivta de Abba. C'est-à-dire, elle a hérité deux patrimoines, l'un paternel et l'autre maternel. Donc, de la tribu de Réhouven et de la tribu de Shimron, par exemple. Qu'est-ce que lui recommande la Torah? Qu'est-ce que la Torah lui demande? De se marier avec un homme de la tribu de son père, de Réhouven par exemple. Alors, Abaye pose une question, il dit, mais qu'est-ce qu'on a gagné en se mariant avec un homme de la tribu de son père? Eh bien, le patrimoine de sa mère va passer à la tribu de son père. Hakamit akra nahala, mais shivta de ima, les shivta de abba. Il va y avoir tout de même un transfert de propriété du côté de le patrimoine maternel va désormais appartenir à son mari, puisque le mari hérite de son épouse, donc ça va passer au mari ou à son fils. Puisque son fils à elle, ça va être un fils qui correspond à quelle tribu? La sienne ou celle de son mari? De son mari. Les Mishpechotam, les Betavotam. Donc le patrimoine maternel qu'elle a reçu comme héritage en tant que fille unique, eh bien, ça va passer dans la tribu de son nouveau mari. C'est pour cela que la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il faut qu'elle, pour pas que ça passe d'une tribu à l'autre, elle dit, il faut qu'elle se marie avec quelqu'un de la tribu de son père. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Car son père appartenait à une tribu, mais elle a reçu un patrimoine de deux tribus. Elle a reçu un patrimoine paternel et elle a reçu un patrimoine maternel. Alors maintenant, quand elle va se marier avec un homme de la tribu de son père, alors même les 50%, c'est-à-dire même le patrimoine qu'elle a reçu de sa mère, va passer à la tribu de son père. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Pourquoi la Torah nous donne une recommandation qui ne résout pas le problème que craint la Torah, à savoir le détournement de territoire, le transfert de propriété d'une tribu à l'autre? On n'a pas résolu le problème. Alors juste, j'ouvre une parenthèse. Question. Tu me dis que cette femme, elle est limitée dans son mariage. Naron, il faut qu'elle se marie qu'avec un homme de la tribu de son père. On a dit tout à l'heure qu'elle était héritière. De qui? De son père et de sa mère. Mais comment son père et sa mère pouvaient appartenir à deux tribus différentes? Si tu me dis qu'une fille n'a pas le droit de se marier avec un homme d'une autre tribu, alors comment elle a pu avoir comme héritage deux patrimoines différents, à savoir, du côté de son père, elle a reçu un patrimoine du Shevet Réhouven, et du côté de sa mère, elle a reçu un patrimoine du Shevet Shimron. Mais tu me dis qu'une femme n'a pas le droit de se marier avec un homme d'une autre tribu. De la même façon qu'elle est frappée d'interdiction, sa mère aussi était frappée d'interdiction. Et je dirais sa mère encore plus qu'elle. Car sa mère, elle était entièrement du Shevet Shimron. Et son père entièrement du Shevet Réhouven. Tandis qu'elle est née d'un mariage mixte, Réhouven et Shimron. Donc il y a en elle 50-50. Elle est à moitié Réhouven, à moitié Shimon. Et tout de même tu dis
qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un homme de la tribu de Shimon, mais uniquement avec un homme de la tribu de Réhouven, comme son père. Mais si elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'une autre tribu, à plus forte raison sa mère, elle n'avait pas le droit. Alors comment sa mère a pu se marier avec son père? Son père était de Réhouven et sa mère était de Shimon. Comment est-ce qu'elle a pu hériter? Comment elle a pu hériter sa mère? De son père à elle aussi. Non. Qui était Réhouven. Et quand elle s'est mariée, elle devait avoir un frère. Donc elle pouvait se marier. Bravo! Ça. Kol hakavod. Excellent. C'est ce que dit le Rashbam dans Daf Kuf Yud Aleph. Il donne cette explication. Il dit on peut trouver un cas autorisé où une fille d'une tribu peut se marier avec un homme d'une autre tribu. Et on ne craint pas le transfert de propriété. Comment? C'est dans le cas où, à ce moment-là, lors du mariage, elle n'était pas apte à hériter. Par exemple, elle avait un frère et ensuite il est mort. Dans ce cas-là, regardez ce qui s'est passé. Au moment où elle s'est mariée avec un homme d'une autre tribu, elle avait le droit. Pourquoi elle avait le droit? Car l'interdiction qu'a donnée la Torah à une fille de se marier avec un homme d'une autre tribu, c'est uniquement Vechol bat yoreshet nahala. C'est uniquement une fille qui est apte à hériter, qui est digne de l'héritage, c'est-à-dire une fille unique. Elle n'a pas de frère concurrent. Alors là, on le sait pertinemment que lorsque son père va décéder, c'est elle qui va hériter. Et si elle se marie avec un homme d'une autre tribu, il y aura un transfert de territoire d'une tribu à l'autre, car son mari pourra hériter d'elle. Son mari, lorsqu'il va l'épouser, si jamais elle décède, son mari va hériter de son patrimoine à elle. Donc il va y avoir un détournement du territoire d'une tribu à l'autre. Là, c'est assourd. Mais si, au moment du mariage, elle n'était pas héritière, elle n'était pas du tout habilitée à recevoir un héritage, car elle avait un frère. Et donc son frère étant prioritaire, exclusif d'ailleurs, avec un droit d'héritage exclusif, donc elle n'est pas considérée comme Bat Yoreshet Nahala. Sauf si son frère meurt avant qu'il se marie. Nachon. Oui, bah, ça. C'est arrivé. Mais elle a dit s'il est héritier, elle va pas se marier. Si le frère a hérité, il meurt, c'est elle qui hérite tout. Non, mais Non, c'est mais- avant, elle peut pas l'impliquer. Alors justement, je complète ce que je suis en train de dire. Au moment du mariage, elle était en droit de se marier avec un homme d'une autre tribu, car à ce moment-là, elle était exclue de l'héritage. Voilà. Mais après son mariage, son frère est décédé. Donc maintenant, elle n'a plus de concurrent. Mais elle est déjà mariée avec un autre homme. Et maintenant, son père est décédé. Alors l'héritage qu'elle va recevoir, elle va le recevoir en tant que femme mariée. Elle n'a commis aucune infraction. Mais là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir, en effet, quand elle va mourir, elle, imaginons par exemple que d'abord son père est mort. Cette fille-là, son père est mort, sa mère est morte. Elle va hériter de son père et de sa mère. C'est de cela qu'on parle. On parle d'une fille qui a hérité de son père et de sa mère, son père de Shevet Reuven, sa mère de Shevet Shimon, qui étaient en droit de se marier tous les deux. Et elle a hérité normalement des deux. C'est à cette fille que la Torah s'adresse en disant, toi qui es issu d'un mariage mixte, Reuven et Shimon, toi qui as hérité des deux, Reuven et Shimon, tu ne peux te marier qu'avec un homme de la tribu de ton père, à savoir Shevet Reuven en l'occurrence. Mais Abaye, maintenant, rebondit là-dessus. Et il dit, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de problème. Pourquoi ça résout tous les problèmes qu'elle se marie avec un homme
de la tribu de son père. Mais logiquement, ça devrait être interdit. Pourquoi? Car le patrimoine de sa mère va passer à son père, à son mari. Quand elle va se marier avec un homme de la tribu de son père, donc le patrimoine maternel va être transféré à son mari si jamais elle décède, et par conséquent, il va y avoir un transfert de propriété d'une tribu à l'autre. Comment on a résolu le problème? Amar Abaye, sauf, finalement, kamit akera nahala, mi shivta de imma, les shivta de abba, l'héritage, le patrimoine maternel, il va passer à la tribu paternelle en se mariant avec un homme de la tribu de son père. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Si la Torah craint un problème, ce problème existe toujours. C'était quoi le problème que craignait la Torah? Le détournement, le transfert, la déviation d'une tribu à l'autre. Eh bien, le problème, il reste entier. Je ne vois pas comment la Torah l'a résolu en disant qu'elle se marie avec un homme de la tribu de son père, mais après tout, ce qu'elle a reçu de sa mère, ça va passer à son mari ou à son fils. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? C'est des tourments indirects. C'est direct, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que ça change, Rabbi Richard? Dites-moi, comment vous voyez une différence entre une fille qui est issue de Shevet Shimron, qui n'a pas le droit de se marier avec un homme du Shevet Réhouven, ou une fille qui est issue du Shevet Réhouven et Shimron, qui a reçu un patrimoine de Shimron et de Réhouven, et qui se marie avec un homme de Réhouven? Pourquoi ça c'est assourd et ça c'est permis? Pourquoi? Le problème, il reste entier. Comment on va faire pour se marier? C'est un problème que vous soulevez. Comment elle va faire pour se marier? Mais en tout cas, ça n'a pas résolu le premier problème. Là, vous êtes en train de me dire, oh, mais la pauvre, sinon comment elle va se marier? D'accord, vous avez émotionnellement un vrai problème. Mais nous, on est en train de juger de manière cartésienne. Tu as voulu résoudre un problème, tu n'as pas résolu. Alors, explique-moi comment tu me dis que tu as résolu le problème. Vous comprenez? Oui. La question de Abaye, c'est que le Passouk lui-même me dit qu'il y a un problème, et pour pas qu'il y ait ce problème, voici la solution. La question de Abaye, c'est que cette solution n'en est pas une. Qu'est-ce que vous dites? Oui, mais la pauvre, avec qui elle va se marier? Ça ne résout pas le problème. Ça ne change rien. Maintenant, vous soulevez un problème personnel pour la fille, elle va rester sans chidour. Ça, c'est un autre problème. Nous, on est en train d'essayer de comprendre le Passouk. Comment le Passouk a dit qu'en se mariant avec un homme de la tribu de son père, tu as résolu le problème de transfert de propriété. Ce n'est pas vrai. Le transfert de propriété, il est toujours présent. Amarle. Alors regardez, la Gemara répond, Umimai vedilma sha'ane hatam shekvar husva. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot husav, husva, hasava. Depuis hier, on n'arrête pas de répéter cette terminologie. C'est très important que vous la mémorisiez. Regardez, le mot husav, les hasev, c'est comme hasava, heseba. Lorsqu'on fait un sivouv, par exemple, quand on fait un tour, comme on dit, saviv. Qu'est-ce que c'est qu'un tour? C'est d'aller de là à l'autre côté, et on tourne et on tourne. Ça s'appelle hasava. Saviv, tout autour. Donc le mot velotisov nahala. Mi maté le el maté. Mi maté le maté. Qu'est-ce que ça veut dire velotisov nahala? Que la nahala, que le territoire, qui est une parcelle de terrain héréditaire, ne puisse pas être détourné d'une tribu à l'autre. Donc le détournement d'un territoire,
Ça s'appelle Hasava. On avait appris ce terme à propos de Hasavat Habaal ou Hasavat Haben. Un transfert de propriété de la femme à qui? À son mari. Quand elle décède, son patrimoine passe à qui? À son mari. Lorsqu'elle n'a pas de mari et qu'elle décède, à qui passe le patrimoine? À son fils. Ça s'appelle Hasavat Haben. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir à Botaï? Rappelez-vous, toujours, comme ça je n'ai pas besoin à chaque fois de le dire en français, que j'utilise à chaque fois le mot, soit Hasava, soit Siba. D'accord? C'est toujours la racine du mot Saviv, Velotisov, qu'il n'y ait pas un détournement. Alors regardez bien, parfois la femme qui appartient à une tribu de Shimon, elle s'est mariée avec un homme de Réhouven, de la tribu de Réhouven. Elle va avoir un fils qui sera de quelle tribu? Réhouven. Puisque l'identité du fils est comme celle du père. Les Mishpechotam, les Betavotam. Donc si elle décède, il peut y avoir l'un des deux héritiers, soit son mari, soit en l'absence du mari, c'est son fils. D'une manière ou d'une autre, il va y avoir un transfert de propriété de la tribu de la femme qui est Shimon à la tribu du mari qui est Réhouven ou à la tribu du fils qui est Réhouven. Et c'est ce que la Torah ne veut pas. Qui est un détournement de territoire, qui est un transfert de propriété d'une tribu à l'autre. Alors la couchia de Abaye, c'est que oui, en effet, même si son père était d'une tribu et sa mère d'une autre tribu, à partir du moment où elle va se marier avec un homme de la tribu de son père, la nahala qu'elle a reçue de sa mère, Shimon, va passer à son mari qui est de la tribu de Réhouven. Alors, comment on a résolu le problème? La Gemara répond, Umimai, pourquoi tu dis que c'est un problème? Dilma hatam shekvar usva. Peut-être que dans ce cas, la Torah n'y voit aucun problème, étant donné que la nahala de sa mère a déjà été transférée, elle a déjà été transférée à une autre tribu. Écoutez bien. Écoutez bien. Alors, concentrez-vous 45 secondes. Elle a reçu le patrimoine de son père. Elle a reçu le patrimoine aussi de sa mère. Sa mère est décédée. Sa mère était de quel chevet? Shimon, par exemple. Son père de quel chevet? Réhouven, par exemple. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle est? Au niveau identitaire, qu'est-ce qu'elle est, cette fille? Elle est 50-50. Elle est issue d'un mariage mixte. Mixte, c'est Réhouven et Shimon. Donc en elle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du 50-50. Vous êtes d'accord? Alors, puisqu'il y a en elle 50% de Réhouven, donc lorsqu'elle a hérité le patrimoine maternel, ce patrimoine maternel à qui il appartenait? À Shimon. Maintenant, à qui il appartient? À une fille qui est pétrie de deux tribus. Elle est pétrie de Réhouven et de Shimon. Alors, étant donné qu'elle est pétrie de Réhouven et Shimon, alors peut-être que c'est la raison pour laquelle, si elle se marie aujourd'hui avec un homme qui est à 100% Réhouven, ce n'est pas un problème. Pourquoi ce n'est pas un problème? Car la nahala qu'elle possède, elle possède déjà en partie à Réhouven. Puisque elle-même, elle a 50-50, dans sa chair, elle est constituée à 50% de Réhouven. Alors qu'est-ce que tu vas craindre? Que la nahala de sa mère qui appartenait à Shimon passe à son nouveau mari qui appartient à Réhouven? Quel est le problème? Il n'y a aucun problème puisque elle-même déjà, elle est en partie Réhouven. Donc elle a 50% de Réhouven dans son identité, qui épouse un mari qui est à 100% Réhouven. Alors le patrimoine qui de toutes les façons appartenait à 50% de Réhouven va appartenir à 100% à Réhouven. Peut-être que la Torah n'y voit aucun problème.
Pourquoi? Kvar Husva. Le patrimoine a déjà été transféré. Il y a déjà eu la Hassava. Puisque, en passant de la mère à la fille, le patrimoine est déjà passé de la mère qui était du Shevet Shimon à la fille qui était issue d'un père Réhouven et d'une mère Shimon, donc elle est déjà elle-même pétrie des deux. Donc il y a déjà en elle 50% d'identité Réhouven. Alors quel est le problème qu'elle se marie avec un homme qui est à 100% Réhouven? C'est qu'il va y avoir un détournement du territoire, un transfert de propriété d'une tribu à l'autre. C'est pas d'une tribu à l'autre, c'est d'une tribu à la même tribu, car elle-même, elle est déjà Réhouven à moitié. Donc, si elle se marie avec un homme Réhouven, tout va bien. C'est ce qu'on appelle Sha'ane Hatam, c'est différent là-bas, Shekvar Usva. Le territoire a déjà été transféré d'une tribu à l'autre, c'est-à-dire de la mère à la fille. Car quand sa mère est morte, elle, la fille unique, a déjà hérité de ce patrimoine. Et donc ce patrimoine, il est déjà passé de Shimon à une fille qui est 50% Shimon, 50% Réhouven. Voilà pourquoi elle aurait le droit de se marier avec Mister de Réhouven. Alors ici, il y a le Aleph, il y a le Bach qui dit Vedilma Shekvar Uzva lo Amrinan. Au lieu de dire Amarle, le Aleph Lamed avec abréviation, il faut remplacer ce Aleph Lamed par le mot Dilma. Vedilma Shekvar Uzva lo Amrinan. En quelque sorte, Abaye s'obstine en disant qui te dit que ça marche? Cette notion de Shekvar Husva. Le transfert est déjà fait. C'est déjà un fait accompli. C'est-à-dire, quand elle a hérité de sa mère, qui était du Shevet Shimon, et elle était pétrie des deux côtés. Elle était pétrie de Shimon et Reuven. Alors tu me dis, tant qu'à faire, puisque de toutes les façons, il y a en elle 50% d'identité de Réhouven, alors ce n'est pas grave qu'elle se marie avec un homme qui est à 100% Réhouven. Qui te dit que ça marche comme ça? Peut-être que non. Peut-être que les 50% qu'il y a en elle du Shevet Shimon, ça, c'est acceptable. C'est-à-dire, le patrimoine de sa mère, qui est de Shevet Shimon, est passé à la fille qui est à moitié du Shevet Shimon. Alors, ça s'appelle que c'est encore dans la tribu de Shimon. Mais qui lui permettrait d'aller se marier avec un homme de Réhouven, qui est à 100% Réhouven, et il a 0% de Shimon? Maintenant, le patrimoine maternel qu'elle a reçu va passer de Shimon à Réhouven. Abaye s'interroge encore, et il dit, je ne trouve pas cela évident, ce que tu as dit, parce qu'après tout, on est avec du 50-50, et là tu passes à du 100%. Peut-être que 50-50 c'est acceptable, mais 100% c'est inacceptable. Alors, je ne vois pas comment la Torah a résolu le problème du transfert de territoire d'une tribu à l'autre. Amar le Rav Yemar le Ravashi. Alors Rav Yemar, Rav Yemar va dire à Ravashi, c'est sûr que il faut accepter la notion de Kvar Husva, que le transfert de propriété d'une tribu à l'autre, c'est déjà fait entre la mère et la fille. La mère qui était de Shevet Shimon. Et quand elle est décédée, sa fille qui était moitié-moitié, 50% Réhouven, 50% Shimon, étant donné qu'il y a en elle les deux identités, alors le patrimoine maternel est déjà passé dans le réchoute de Réhouven en partie. À partir de ce moment-là, la Torah dit, elle peut se marier avec un homme qui a 100% Réhouven. Car, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait, c'est-à-dire que
le patrimoine maternel qui était de Shimon est déjà passé en partie chez Réhouven, puisque elle-même, elle était 50-50. Et Rabbi Emar bar Ravashi, pardon, excusez-moi, Rabbi Emar va dire à Ravashi, j'en ai la preuve tranchante que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Pourquoi? Yamart bishlama shekvar husva hainu demituk makra ben besibata ben besibata baal ela yamart lo amrinan shekvar husva kim inseva le had mimishpahat mate avia mai hava ha mitakra nahala mishivta de ima le shivta de abba. Rabbi Emar dit à Rav Ashi, du pasouk lui-même, on peut déduire la logique. C'est-à-dire que, au lieu de poser une question sur le pasouk par rapport à ta logique, tu dois formater ta logique en fonction du pasouk. Vous connaissez la blague. C'est un machal du Maguide de Douvna. Lorsque le Gaon de Vilna avait dit au Maguide de Douvna, mais comment tu fais pour trouver toujours des paraboles, des meshalim pour interpréter les psukim? Tu fais d'excellentes drachot, tu donnes des explications, mais tu arrives toujours à trouver des paraboles qui véhiculent l'idée. Comment tu fais ça pour trouver autant d'illustrations? Il lui a dit, Rabbi, pour vous répondre, je vais vous donner une parabole. C'est quoi? Un jour, il y avait un champion au tir à l'arc qui est passé devant un jardin. Il y avait une cour derrière avec une cible. Et il a vu que toutes les flèches étaient en plein dans le mille. Il a été frappé à la porte du monsieur qui habitait là-bas. L'autre, il ouvre, lui dit, oui, que voulez-vous? Il a dit, je vais vous poser une question simplement si vous me permettez. Moi, je suis champion du tir à l'arc, mais jamais je n'ai réussi à mettre toutes les flèches en plein dans le mille. Vous allez m'expliquer votre secret, comment vous faites? Il lui a dit, j'imagine que vous, d'abord, vous avez dessiné les cercles et ensuite vous avez envoyé les flèches. Il lui a dit, bien sûr. Il lui a dit, mais moi, d'abord, j'envoie la flèche et ensuite je dessine le cercle autour. Il lui a dit, Rabbi, moi d'abord j'ai l'explication et après je cherche la parabole qui correspond. Là aussi, Rav Yemar dit à Rav Ashi, il ne faut pas raisonner avant le pasouk. Il faut raisonner après le pasouk. Si la Torah te dit qu'une fille qui a hérité de 2 tribus, elle a reçu le patrimoine de son père, et ensuite quand sa mère est décédée, elle a reçu aussi le patrimoine maternel, celle-là peut se marier avec un homme de la tribu de son père, sous-entendu que la Torah n'y voit aucun problème. En d'autres termes, kvar usva nahala. Étant donné que elle était pétrie à moitié de Réhouven, à moitié de Shimon. Donc quand elle a reçu le patrimoine de Shimon, ça s'appelle que le patrimoine de Shimon est déjà passé chez Réhouven. Comment il est passé chez Réhouven? Eh bien de la mère à la fille. La mère, elle était de Shimon. La fille, elle est 50-50. Donc il est suffisant qu'elle ait en elle 50% de Réhouven pour dire que la Nahala, qui est passée de la mère à la fille, Kvar Usva, elle a déjà été transférée d'une tribu à l'autre. Alors quel est le problème que maintenant elle se marie avec un homme de Réhouven? Le mal est déjà fait. Alors, en fait, Rav Ashi n'a pas accepté cette preuve. Pourquoi? Parce qu'il dit ça, ce n'est pas une preuve. On peut dire que le Passouk parle d'un autre cas. Des menasvinanlah, les gavra, des avouha, mishivta, les gavra, des avohi,
mishifta de avua, ve'imeh mishifta de ima. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui te dit que le pasouk autorise un mariage entre cette jeune fille qui a une double identité? Elle a l'identité père, l'identité mère, 50-50. Qui te dit qu'elle a le droit de se marier avec un homme qui a 100% de la tribu de Réhouven? C'est la Torah qui le dit. Peut-être que la Torah ne parle pas de ça. Peut-être que la Torah, elle parle du cas suivant. Que cette fille doit se marier avec un homme qui est comme elle. À savoir 50-50. Mais un homme n'est jamais sans C'est impossible. Pourquoi? C'est quasiment Parce impossible. qu'il est de la tribu de son père. D'accord, mais au niveau, elle aussi, elle est de la tribu de son père. Elle aussi. Mais au niveau du pétrissage de son identité, Elle peut être... il y a eu ici la contribution de son père et de sa mère. C'est-à-dire qu'elle est pétrie de deux êtres. Un de la tribu de Réhouven et un de la tribu de Shimon. Alors peut-être qu'elle doit se marier avec un homme qui appartient à une double tribu. C'est-à-dire qu'il est issu de père et de mère, père d'une tribu, mère de l'autre tribu. Que ça correspond bédiouk la même chose. Son père à lui, c'est comme son père à elle. Sa mère à lui, c'est comme sa mère à elle. Et donc c'est peut-être avec lui qu'elle peut se marier. Il n'a pas changé le Et contraire du qui est de la tribu de Shimon et de Reuven aux La Gemara dit, Le transfert, il va aller il aussi. lui a dit non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Iachi, haïle ehad mi mishpachat mate aviha ve'imah mi ba'ele. Dans ce cas-là, si vraiment la Torah exigeait un tel mariage, elle autorisait que ce genre de mariage, alors elle n'aurait pas écrit dans ce pasouk, et comment dit le pasouk, Bechol bat yoreshet nahala, je reprends le pasouk, Bechol bat yoreshet nahala nimatot ben Israël ehad memishpachat mate aviha tiye le isha. Vous entendez? Les ehad memishpachat mate aviha, avec un homme de la tribu de son père. D'après toi, la Torah, qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? De la tribu de son père et de sa mère. Comme la fille elle-même est issue de père d'une tribu et mère d'une autre tribu, alors la Torah aurait dû dire qu'il faut qu'elle se marie avec un homme qui soit de Mishpahat Maté Aviha Ve'ima, comme elle. C'est pas dit comme ça. Et ce n'est pas dit comme ça. Donc ça veut dire que la Torah n'exige pas un mariage qui correspond à 100% au profil de la fille. Il lui a dit, peut-être que Béhémet, la Torah, exige que ce soit du même profil, un homme qui soit 50-50. Que son père soit comme le père à la fille et sa mère comme la mère à la fille. Ah, tu dis pourquoi alors la Torah ne l'a pas dit clairement? Mishpachat avia ve'ima. Eh bien, iktivachi ava mina afilu ifra, kamash malan. Peut-être que la Torah, pourquoi elle n'a pas dit aviha ve'ima? Parce que on aurait pu penser que même si c'est un chassé-croisé, c'est permis. Par exemple, elle, son père, de quelle tribu il était? Réhouven. Sa mère, de quelle tribu? Shimon. Mais peut-être que son chidour, son mari, même s'il faut qu'il soit issu d'un mariage mixte, mais peut-être inversé. Sa mère, elle est de Réhouven. Son père est de Shimon. Ça veut dire qu'on aurait pu imaginer que même si la mixité, elle est inversée, peut-être que ça marche. C'est pour cela que Mishpachat, Maté Aviha, peut-être que c'est pour ça que la Torah a dit, les Had Mishpachat Maté Aviha, il faut que l'homme qui ressemble à son père, il faut qu'il soit comme son père à elle. De la tribu de son père. De la tribu de son père. Donc voilà pourquoi la Torah n'a pas écrit Avia ve'ima, pour pas que tu penses que même si on inversait père-mère, ce serait cachère.
La Torah a écrit Maté Avia pour dire que non, il faut que ce soit un mariage mixte, Réhouven et Shimon, mais dans l'ordre de la fille. Si le père de la fille est Réhouven, alors le père du garçon doit être Réhouven. Et la mère de la fille c'est Shimon, alors la mère du garçon Shimon, et pas l'inverse. Voilà peut-être pourquoi on l'a dit comme ça. Et donc c'est pour cela que Kamash Ma'alan, c'est pour ça qu'on a écrit Maté Avia, mais on n'a pas d'exclusion. Peut-être que Béhémet, il faut que ce soit un homme qui a un double profil, qui a une double identité. Donc la chose n'a pas été clarifiée. Finalement, on est resté dans ce point d'interrogation, à savoir, est-ce que c'est obligé qu'elle se marie avec un homme qui soit à 100%, plutôt, est-ce qu'elle peut, comme vous dites si bien, bravo, Hazak, c'est mieux, est-ce qu'elle peut se marier avec un homme qui est à 100% comme son père, ou bien est-ce qu'elle doit se marier avec un homme qui soit mixte, issu d'un mariage mixte, son père à lui comme son père à elle, sa mère à lui comme sa mère à elle, on est resté perplexe, c'est-à-dire que la Gemara n'a pas tranché, et donc en quelque sorte, Abaye nous a poussé à une réflexion, à une analyse des psukim, et finalement, les deux hypothèses sont possibles. Pour récapituler, on a deux approches. Soit on dit, le mal est déjà fait, c'est-à-dire étant donné que sa mère à elle était du Shevet Shimon, mais elle est du Shevet, la fille est du Shevet Réhouven et Shimon, donc quand sa mère est décédée, que le patrimoine est passé de la mère à la fille, donc Kvarusva Nahala, il y a déjà eu un transfert de propriété d'une tribu à l'autre, puisque la mère était Shimon, et la fille, elle est Shimon et Réhouven, puisqu'elle est issue de son père aussi. Alors, c'est la raison pour laquelle elle pourrait éventuellement se marier même avec un homme qui est à 100% Réhouven, car le mal est déjà fait. Donc, elle peut se marier avec Réhouven. Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus maintenant? Il va y avoir transfert de propriété. Ça y est, le transfert de propriété est déjà fait. C'est un fait accompli. De facto, c'est passé de la mère à la fille. Ou bien on va dire non. Étant donné que il y a en elle 50% de Shevet Shimon, c'est ce qui préserve le patrimoine de sa mère. On ne peut pas dire que le patrimoine de sa mère est déjà passé chez Réhouven, car il n'est passé qu'à 50%. Mais à 50%, la fille, elle est encore du Shevet Shimon. Alors peut-être que le mal n'est pas totalement fait. Alors qu'est-ce qu'il faudra exiger? Qu'elle se marie avec un homme qui est comme elle, du même profil, à savoir issu de mariage mixte. Et quelle mixité est égale à la sienne, qui est comme ses parents à elle. Son père de la même tribu et sa mère de la même tribu, de manière à ce que le patrimoine qui est passé de la mère à la fille, il restera toujours, on va dire, à 50% préservé. Étant donné qu'on n'a pas tranché, donc, en fait, quelque part, la question reste entière, à savoir avec qui elle doit se marier. Moi, j'ai une solution. On oblige la femme à vendre la partie qui n'est pas concernée par le père à la tribu, et cet argent rachète une partie de l'autre côté. Les héritages restent à leur place. Hazak. Troisième ligne. Tania besibat haben vetania besibat haba'al. Et maintenant, la Gemara revient au sujet précédent. Pas ce qu'on vient de terminer maintenant, mais ce dont on avait appris précédemment. Pour vous remettre dans le contexte, je vous rappelle ce qu'on a étudié hier. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est l'occasion pour vous de savoir de quoi on a parlé. La recherche de la Gemara était précise, à savoir, quelle est la référence de la Mishnah. La Mishnah nous a dit
que lorsqu'une femme décède, son mari peut recevoir l'héritage de sa femme. C'est-à-dire qu'un mari est digne d'hériter du patrimoine de son épouse, bien que l'inverse n'est pas vrai. Quand un mari décède, sa femme n'hérite pas de lui. Elle ne reçoit que la ketouba, éventuellement le mésonote, mais pas l'héritage de tout le patrimoine. Tandis que le mari hérite de la totalité du patrimoine de son épouse, même s'ils ont des enfants. C'est le mari qui est prioritaire quant à l'héritage du patrimoine de son épouse. Et la Gemara, plutôt la Baraïta, a cité 5 versets. 5 versets, 3 psukim de la Torah, un pasuk du Navi et un pasuk des Ktuvim. Je n'y reviendrai pas là-dessus, vous en souvenez. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la fin en disant que nous avons une preuve que le mari hérite de son épouse. Mais, à un moment donné, lors du débat, la Gemara avait dit que la raison pour laquelle il a fallu citer plusieurs versets, elle nous avait dit qu'il y a un pasuk Velot isov nachala livnei Israël mimatel maté ki ish benachalat maté avotav idbeku bnei Israël. Et encore un autre pasuk Velot isov nachala mimaté le maté aher ki ish benachalato idbeku matot bnei Israël. Du fait que la Torah ait dit qu'une femme d'une tribu doit se marier avec un homme de la même tribu, afin qu'il n'y ait pas de transfert de propriété d'une tribu à l'autre. De là, on peut déduire que le mari peut hériter de son épouse, car c'est exactement ce que craint la Torah. Quand la Torah dit qu'une fille d'une tribu qui est digne d'héritage se marie avec un homme d'une autre tribu, de peur qu'il y ait détournement du territoire, transfert de propriété. Ça veut dire quoi? Comment il va y avoir transfert de propriété? Et bravo! Quand la femme va décéder, c'est le mari qui va hériter. Mais la Gemara avait dit que ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ce n'est pas obligatoire? Parce qu'il peut y avoir une autre façon de transférer la propriété d'une tribu à l'autre. Vous savez comment? Admettons que le mari ne puisse pas hériter de sa femme. Imaginons que le din aurait été que le mari ne peut pas hériter de son épouse. Mais tout de même, il y a toujours un risque de transfert de territoire. Comment? Avec son fils. Le fils, il peut bien hériter de sa mère. Donc si madame de la tribu de Shimon se marie avec un homme de la tribu de Réhouven, le fils qu'ils vont avoir, comment il va être? Quelle est sa nationalité? Son identité. Réhouven. Alors, si la mère décède, eh bien, ça va passer de Shimon à son fils, qui est de Réhouven. Alors, Moraï et Rabotaï, la Braïta maintenant, on va citer dans 2 Baraïtot, une Baraïta qui va s'appuyer sur un verset, et l'autre Braïta qui va s'appuyer sur un verset, vont soulever les 2 problématiques. Soit la problématique du détournement du territoire via le mari, soit la problématique du détournement du territoire via le fils. Lisons. Tanya besibat abel ve Tanya besibat abal. Il y a une braïta qui nous indique la problématique d'un détournement de territoire. C'est quoi Siba? C'est quoi Siba? Détournement. Ça vient de quel mot? Saviv. Hassava. Je l'ai dit en préambule, qu'à chaque fois que je vais dire le mot, soit Hassava, soit Siba, ça veut dire qu'il y a un transfert, il y a un détournement du territoire. Siba Tabal, soit le détournement du territoire d'une tribu à l'autre à cause du mari, soit à cause du fils.
Commençons. Le Bach dit qu'il ne faut pas lire cette phrase, Tanya Besibat Ben. On va directement au pasuk. Velot isov nahala libni Israël mimate el mate. Vous avez sur la colonne de gauche, regardez s'il vous plaît, Velot isov nahala libni Israël mimate el mate ki ish benahalat mate avotav idbeku bene Israël. Ce pasuk, il figure où? Dans Parashat Pinchas, Perek Lamed Vav, pasuk Zain. Lisez le pasuk d'après. Velot isom nahala mimate le mate acher, ki ish ben nahalato idbeku matot bene Israël. Où est-ce qu'il figure ce pasuk? Là-bas même, mais 2 psukim après. N'est-ce pas? Ça a l'air d'être vraiment une redondance. Parce que si je vous traduis, vous allez voir que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Je vous lis. Velot isov nahala libnei Israël, mimate el mate. Il ne faut pas que le patrimoine des béné Israël soit détourné d'une tribu à l'autre. Ki ish benahalat mate avotav idbeku béné Israël. Chaque homme doit rester dans la nahala de mate avotav, de la tribu de son père. Le pasuk d'après, Velot isov nahala mimate le mate acher. Le patrimoine ne doit pas être détourné d'une tribu à l'autre. Ki ish ben nahalato idbeku matot bene Israël. Chaque homme doit rester attaché à la nahala de la tribu de Béné Israël. Ok, de sa tribu. Alors, Rabotai, pourquoi cette redondance? Lisons maintenant ce que nous dit la Braïta. Velot isov nahala libni Israël, mimatel mate besibat haben akatuv medaber. Le premier pasuk, c'est le pasuk Zain. Le deuxième pasuk, c'est le pasuk Tet. Les deux, ils disent à peu près la même chose. La Braïta nous dit, sache que le premier pasuk, il fait allusion à Sibat Haben. C'est-à-dire que la Torah craint qu'une jeune fille du Shevet Shimon, par exemple, si elle se marie avec un homme de la tribu de Réhouven, eh bien, il va y avoir un transfert de Nahala par quel biais? Par son fils. Imaginons que son mari est mort le premier. Donc son mari n'a pas hérité d'elle. Qui va hériter d'elle plus tard? Son fils. Et son fils, il est de quelle tribu? La tribu de son mari. Donc son fils, il est Réhouven, elle est Shimon. Il va y avoir un transfert de propriété. La Torah craint ce transfert de propriété d'une tribu à l'autre. Par quel biais? De la mère au fils. Besibat haben akatu medaber. La Baraïta ouvre une parenthèse et elle dit Ata omer besibat haben ou eno ela besibat baal. Comment est-ce que je me suis permis d'affirmer que ce pasuk fait allusion au Sibat Ben, que c'est par le biais du fils que ça risque de passer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle se marie avec un homme d'une autre tribu. Peut-être que, tout simplement, on parle de Sibat Baal, que si la mère décède, que si la femme décède, son mari va hériter d'elle. Et donc il va y avoir un transfert de propriété. Pourquoi tu es passé à une génération plus tard? Qu'est-ce qui te permet d'affirmer avec certitude que le premier pasuk, il fait allusion à cette problématique de transfert de propriété d'une tribu à l'autre via le fils? Pourquoi pas via le mari? Peut-être qu'on parle de ça. Réponse. Kshéu Omer, Velot isov nahala mimate le mate acher, arebe sibata baal amour, hamanim kayem velot isov nahala libni Israël mimate le mate, besibata ben akatu medaber. La Baraïta conclut en enfonçant le clou. Et elle dit, c'est évident que le premier pasuk parle de Sibat Ben, car Sibat Baal, c'est impossible, ça figure dans le pasuk suivant. 2 psukim après, on passe du pasuk Zayin à pasuk Tet, la Torah nous parle de Velot isov nahala mimate le mate acher, ki ish ben nahalato idbeku matot ben Israël. Là-bas, on parle de Sibat Baal. Donc c'est déjà écrit.
que la Torah ne veut pas qu'une jeune fille d'une tribu se marie avec un homme d'une autre tribu, de peur qu'il y ait transfert de propriété par le biais du mari. Oui. Alors, à quoi elle fait allusion dans le passage précédent? À Sibat Haben, par le biais du fils. Rabotaï, vous avez envie de poser une question, vous comme moi. Qui nous dit que le deuxième pasouk, il parle du mari et le premier pasouk du fils? Mais peut-être c'est l'inverse. La Braïta nous dit que le premier pasouk certainement parle de Sibat Haben, étant donné que le pasouk suivant, il parle de Sibat Baal. Alors c'est impossible que les deux psukim parlent de Sibat Baal. Donc forcément, puisque le deuxième pasouk il parle de Sibat Baal, alors le premier pasouk il parle de Sibat Ben, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français procéder par élimination. On a éliminé l'hypothèse Baal dans le premier pasouk et on a forcément interprété ce pasouk par rapport au Sibat Ben parce que le Baal il est déjà écrit dans deux psukim après, dans Pasuk Tet. Quelle est la question que vous avez envie de poser? Mais d'où la Braïta sait que le deuxième pasuk, il parle du Baal. Mais peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que le deuxième c'est Aben et le premier c'est Baal. Qui permet à la Braïta d'affirmer une chose pareille? Et on verra, la Gemara va expliquer. Pour cette Braïta, il n'y avait pas d'autre option. Le deuxième pasouk, il parle évidemment du mari. Comment on le sait, on verra. Il ne parle pas de séparation. Dans le premier, il est adoptable. Donc c'est forcément le fils qui est du père. C'est joli. Gardez ça au chaud. Mais je vais quand même, gardez au chaud. Je vais quand même extrapoler. Quand oui. La femme, Shimon, avec la Réubén, potentiellement, au moment où elle est mariée, potentiellement, son patrimoine il est déjà parti. Pourquoi? Parce que, indirectement... Dites-moi. Indirectement, c'est le mari qui prend ou le fils. Donc, potentiellement, si vous voulez, il y a... Les deux potentiels existent. Oui. Que son mari hérite d'elle ou son fils hérite d'elle. Ça dépend de ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé dans le ciel qui va décéder. Le premier... Si c'est le mari qui décède le premier, c'est le fils qui va hériter d'elle. Si c'est le fils qui meurt le premier, malheureusement, eh bien c'est son mari qui va hériter d'elle. L'homme est chané. Donc, oui, mais en tout cas, faut pas parler de technique, parce que technique, il n'y a que Dieu qui sait. Ce qu'on parle ici, c'est du potentiel et du réel. Potentiel, c'est que les deux sont habilités à recevoir l'héritage, mais concrètement, ça dépendra des circonstances. Alors, ok. Tania Idar, deuxième baraïta. La deuxième baraïta, elle également va citer ces deux versets. Elle va dire à peu près la même chose que la première. Regardez le verset qu'elle cite. Velot isov nahala mimate lemate aher. Elle va citer le deuxième verset, tout d'abord le deuxième verset, et elle va dire Besibat Baal akatuv medaber. La Torah fait allusion à Sibat Baal, comme quoi ce que craindra quand une fille d'une tribu va se marier avec un homme d'une autre tribu, il va y avoir transfert de propriété par le biais du mari, que si et la Torah ne veut pas qu'il y ait transfert de propriété d'une tribu à l'autre. Dites-moi, est-ce que cette baraïta contredit la précédente? Pas du tout. Elle dit exactement la même chose. Sauf que, première baraïta, on avait cité ce verset en deuxième position. On dit que le deuxième sou qui parle Sibat Baal. C'est juste qui change. C'est la démonstration. Mais au niveau de l'application des psukim, c'est pareil. Premier pasouk va parler de Sibat Ben, deuxième pasouk, Sibat Baal. Maintenant, regardez que fait la deuxième braïta. Elle nous dit, le deuxième pasouk, bien sûr qu'il parle de Sibat Baal. Sibat Baal,
Oeno Aben, tu te permets d'affirmer que ça parle de Sibata Baal. Peut-être que ça parle de Sibata Ben. Quelle est ta preuve? Keshehu Omer, Velot Isov Nahala, Libni Israël Mimadez, Asibata Ben, Amour. Haman Kayem Velot Isov Nahala Mimate Lemate Aher, Besibata Baal, Akashmedaber. C'est-à-dire, la deuxième baraïta, elle pousse le contraire de la première au niveau de la démonstration. C'est-à-dire qu'elle dit comme ça. Le premier pasouk, c'est ce qui parle de Sibata Ben. Puisque le premier pasouk parle de Saben, alors le deuxième, forcément, il parle de Sibata Baal. C'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve absolue, mais on a une preuve relative. On a procédé par élimination. Comment tu sais que le deuxième pasouk, il parle du mari? T'as pas de preuve. Mais comment tu le sais? Par élimination. Vu que ça ne peut pas parler de Ben, étant donné que Sibata Ben, il est déjà mentionné dans le pasouk précédent, le premier pasouk. Alors, le deuxième pasouk, à quoi il servirait? Si ce n'est que au mari. Quelle est donc la différence entre la première baraïta et la deuxième baraïta? La première baraïta avait une preuve absolue que le deuxième pasouk qui parle de Sibata Baal. La deuxième baraïta, elle a une preuve relative que le deuxième pasouk qui parle de Sibata Baal. Comme ça ne peut pas parler de Sibata Ben, alors ça parle de Sibata Baal. Mais la première baraïta dit, c'est sûr que ça parle de Sibata Baal. Et vous vous rappelez, je vous avais dit entre parenthèses que je ne sais pas d'où la baraïta le sait. C'est la Gemara qui va nous révéler. Regardez. Après avoir cité les deux baraïtot, la Gemara fait l'analyse suivante. Des roulés alma mihat. Selon les deux baraïtot, néanmoins, mimate le mate aher, besibata baal, akatu medaber. Le deuxième pasouk où il est écrit Velot isov nahala libni Israël mimate el mate, excusez-moi. Le Velot isov nahala mimate el mate aher, qui ish ben nahalato itbeku mato bnei Israël. D'après tout le monde, ce pasouk-là, il parle de Sibata Baal.